Bonjour à tous, je viens d'aller voir le deuxième film sur De Gaulle, et bon sang, qu'est-ce que ça fait du bien. Bon, tout n'est pas rose non plus. Et comme le premier opus, le film reste bourré de défauts. Militairement, c'est toujours le grand n'importe quoi. Je pense que n'importe quel militaire qui voit le film, il s'arrache les cheveux devant certaines absurdités. À un moment, on voit Leclerc en plein milieu du désert, vent du cul dans la plaine devant les Allemands. À un autre moment, il leur fait pampan dessus avec sa canne. Plus tard, il va carrément poursuivre les chars allemands en fuite en leur tirant dessus avec des mitrailleuses. Alors je sais pas, il doit peut-être espérer que les balles traversent les blindages. De manière générale, les batailles sont filmées n'importe comment. En fait, il ne suffit pas juste de filmer des soldats qui tirent pour faire une scène de bataille cohérente. La scène de bataille, c'est un art à part entière. Et pourtant, alors je sais pas s'il y a eu un conseiller militaire ou s'il a vu un documentaire, mais je pense qu'il y a quand même un militaire à un moment donné qui a donné son avis sur le film. Parce qu'à plusieurs reprises, De Gaulle, il nous sort un «en direction de mon bras». Et ça, c'est quand même une phrase vraiment caractéristique que tous les miloufs, ils apprennent pendant leur classe. Mais pour le reste, en fait, on comprend qu'il s'agit plus de nous donner l'idée d'une bataille, l'esprit général, voilà, ça tire, ça fait pampan, il y a de grosses explosions, l'homme est content, que d'avoir un vrai film de guerre. Pour vous dire, ce film, il fait passer la scène finale de Fury pour un moment de réalisme. Et même la bataille des Ardennes a l'air crédible en comparaison. Voilà, s'il y a des puristes qui connaissent ce film, dites-le en commentaire, vous êtes des vrais. En termes de réalisme historique, c'est un peu aussi de n'importe quoi. Tout comme le militaire, l'historien un peu attentionné s'arrache les cheveux devant le film. Tout est simplifié et caricaturé, que ce soit la scène du Conseil national de la résistance, qui se met magiquement d'accord sur un coup de fil, alors que tout le monde se disputait la scène d'avant, ou Giraud qui est exclu en un seul vote du Comité français de la libération, comme ça, d'un claquement de doigts. Mais bon, on va dire encore qu'il s'agit de montrer les grandes lignes, de montrer la lutte entre De Gaulle et Giraud, les manigances des anglo-saxons, les difficultés de Jean Moulin à unir la résistance. En fait, c'est terrible de devoir simplifier l'histoire à ce point pour la transmettre, mais au moins, quelque chose que je reconnais au film, c'est qu'il transmet l'histoire. Et ça fait du bien dans le cinéma français actuel. Et en fait, j'ai compris après, en faisant mes recherches sur le film, d'où venait une part du problème. C'est que le réalisateur a pris le cinéma de Hong Kong, qui n'est pas vraiment réputé pour son réalisme, comme un modèle de cinéma pour son film sur De Gaulle. Il le dit lui-même. Ce qui me manquait pour De Gaulle, c'était un modèle de cinéma pour le raconter. Et ce modèle, j'ai effectivement fini par le trouver dans le film Il était une fois en Chine, bien plus que dans le cinéma historique à la française. Alors, personnellement, je pense que s'inspirer d'un film de kung-fu pour faire un film sur De Gaulle, ce n'était pas la meilleure idée. Pour vous donner une idée, ça c'est une scène du film en question. Voilà, je vous laisse l'imaginer ce que ça donne appliqué à De Gaulle. Une dernière chose qui me tarabuste, c'est le style général de l'image. La couleur, les espèces de filtres Netflix ou Instagram bourrés d'intelligence artificielle qu'on met dessus. Et qui donnent une impression un peu bizarre, pas vraiment nette, pas vraiment réaliste, comme si tout ça était une image de synthèse. Ce que c'est d'ailleurs au demeurant. Et en fait, ça me fait regretter d'autant plus les bons vieux films d'époque, comme La Bataille d'Angleterre ou Midway, qui donnaient une impression de réalisme bien plus stylée, et qui du coup permettaient d'accrocher beaucoup plus à l'histoire. Nostalgie, quand tu nous tiens. Et en fait, c'est dommage, parce que ce sont tous ces petits détails, tous ces petits n'importe quoi qui me font sortir un peu du film, et qui fait qu'il ne pourra malheureusement jamais faire partie de ces grands classiques, comme le Scienzano Gladiator ou Paris Brûle-t-il, que je me regarde religieusement une fois par an. Alors que pourtant un film sur De Gaulle, rien qu'avec le sujet en fait, vous avez déjà fait 90% du travail de ce qui me concerne, je signe direct. Vous l'aurez compris, je suis fasciné, admiratif, stupéfait de l'homme, de son destin, de sa vision pour la France, de cette histoire extraordinaire qui a été sa vie. Mais bref, c'est une autre histoire, revenons-en au film. Et surtout au point positif du film. Parce que bon là, je viens de passer 5 minutes à lui tirer dessus à boulet rouge, alors que je vous ai dit en préambule que ça faisait du bien d'aller le regarder. Et le premier point positif, eh bien c'est que c'est un film sur De Gaulle justement. Ça c'est une spécificité française qui m'insupporte, c'est que contrairement à la plupart des autres pays, ça fait longtemps qu'à quelques rares exceptions près, on ne sait plus faire de grands films historiques à grand spectacle. On ne sait plus mettre en œuvre et faire rayonner notre histoire et notre culture. Alors des comédies, des films d'auteur, des drames sociaux et même des bouts insupportables subventionnés, coucou les trois mousquetaires, on en a eu un paquet. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut des comédies, il faut des films un peu légers ou très artistiques, c'est pas le souci. Mais un pays, un peuple, une nation digne de ce nom, elle a quand même besoin d'un peu plus que des comédies pour se nourrir culturellement. Elle a besoin de vibrer, de se transcender, de vivre sa culture et son histoire. Et les États-Unis, ils ont plein de défauts, mais s'il y a une chose que j'apprécie chez eux, c'est qu'ils savent faire rayonner leur culture et leur histoire, faire vibrer leur peuple, le transcender. Pareil pour l'Angleterre, pareil pour l'Inde, la Chine, la Turquie. En fait, pareil pour tout le monde qui a une industrie du cinéma un peu potable. Sauf nous. Un exemple tout simple mais très révélateur, les agents secrets au cinéma. Dans tous les pays du monde, ce sont des personnages charismatiques et stylés, qui incarnent la classe de leur pays. Aux États-Unis, c'est Tom Cruise, en Angleterre, c'est James Bond,
Et chez nous, c'est OSS 117. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Le personnage comique et ridicule par excellence. Pas le même délire. Alors, j'adore OSS 117, hein, mais j'aurais aimé qu'on ait aussi notre grand agent secret à la française. Et ça, ce n'est pas anodin. Parce que c'est le cinéma plus que tout autre qui forge l'inconscient collectif d'un peuple, en y inscrivant des images durables, qui influencent son inconscient collectif, qui modèlent son imaginaire, qui façonne le sentiment qu'il aura par rapport à sa propre histoire, sa propre identité, ou même simplement qui transmet son histoire. Je ne parle pas ici de s'inventer un roman national 23-0, idéalisé, c'est la mais simplement de ne pas piquette, oublier Jack. qui on est Tu et sais pas d'où on jouer, vient. Jack. Et quand on voit qu'il y a un T'es paquet de gens qui ne savent même plus ce qu'est le 11 novembre ou le 14 juillet, Jack. eh bien cela fait un bien fou de revoir des films historiques pour transmettre cette histoire et éviter qu'elle se perde. En plus de transmettre l'histoire, le cinéma aussi n'a pas son pareil pour créer des modèles, des personnages inspirants, bref, des héros. On taquine souvent les Américains en disant que eux, ils ont besoin de s'inventer des super-héros imaginaires, alors que nous, on a juste à piocher dans notre fabuleuse histoire de France pour trouver des personnages extraordinaires. Et avec ce film, c'est bingo. Là, on a du français solide et stylé, avec de l'énergie, de la culture, de la classe, du style, de l'esprit combatif. On a des jeunes résistants qui bravent l'occupation étrangère et qui luttent contre l'invasion de leur pays, malgré l'oppression. On a Leclerc qui n'arrête pas de répéter des lourdes phrases de type « Envoyez-nous, on se bat ». La France libre n'a jamais été vaincue. Là, on n'est pas sur du « vous n'aurez pas ma haine » ou autre phrase de victime. On est plutôt sur du « envoyez-moi à la bataille, se castagner avec les nazis » dans un esprit très inhabituel pour le cinéma français, que d'habitude on ne retrouve que chez les Américains, comme par exemple dans le film Pearl Harbor. Est-ce que tous les Yankees sont aussi pressés que vous d'aller se faire tuer? Pas de se faire tuer, d'aller combattre. Et ça change vraiment de l'imaginaire français qui a construit notre cinéma national. Parce que dans les grands films sur cette période, la Seconde Guerre mondiale, je pense à La Grande Vadrouille, je pense à La Septième Compagnie, qui sont d'excellents films au demeurant, et même Week-end à Zuidcote pour les puristes, eh bien chaque fois qu'on a un film sur la Seconde Guerre mondiale, le soldat français est représenté comme lâche, comique, maladroit, mais jamais héroïque. Alors que voilà, on est quand même la France, le pays de la Furia Francese, le pays avec le plus grand nombre de victoires militaires dans l'histoire. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, en mai 40, contrairement à une légende répandue, les Français se sont battus. Les 60 000 morts, ils ne sont pas morts de vieillesse en comptant les pâquerettes. On serait aux États-Unis, il y aurait déjà eu 50 films sur les cadets de Saumur, sur l'armée des Alpes, sur la défense héroïque de l'île, sur les Français de Dunkerque qui se sont sacrifiés pour permettre aux Anglais de s'enfuir, sur le serment de Koufra, sur l'épopée de Leclerc. Petit aparté d'ailleurs sur le film de Nolan à Dunkerque, moi je n'en veux pas à Christopher Nolan d'avoir fait un film un peu biaisé sur les Anglais à Dunkerque. En fait, j'en veux aux Français de ne pas avoir fait le leur. Le jour où l'industrie française du cinéma voudra à nouveau se lancer durablement dans des films historiques qui font vibrer, il y a tellement de sujets d'événements extraordinaires qui mériteraient d'être tirés de l'oubli et mis en lumière, qui n'auront que l'embarras du choix. Je ne comprends pas par exemple pourquoi il n'y a toujours pas eu un grand film français sur Verdun, sur la voie sacrée, sur le sacrifice héroïque des poilus, qui montre qu'un siècle après, on n'oublie pas nos grands anciens, on ne les tue pas une deuxième fois en les enterrant dans la tombe, en les laissant sombrer dans l'oubli. On leur rend hommage à travers les générations. Et puisque je vous ai beaucoup parlé des Américains, il y a un point très intéressant du film sur De Gaulle, c'est la représentation des États-Unis justement. Dans la quasi-totalité des films sur la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont représentés comme les gentils, les grands libérateurs, qui viennent libérer la France de l'occupation étrangère. Et dans le film, on les voit justement pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une puissance étrangère qui ne défend que ses intérêts personnels. On s'aperçoit qu'ils ont été très loin d'être nos gentils alliés, et que s'ils en avaient eu l'occasion, ils nous auraient tout simplement vassalisés. Et c'est très bien qu'il y ait enfin un film qui parle de l'AMGOT, Allied Military Government of Occupied Territories, l'organisation américaine qui était supposée diriger la France à la libération. Parce que les Américains sont surtout présentés comme ayant libéré la France, alors que dans les faits, on allait troquer une occupation étrangère pour une autre. Certes beaucoup moins répressive, attention ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais qui avait sa propre monnaie sur laquelle il n'y aurait même pas eu le mot France. Je rappelle que pour le philosophe Jean Bodin, la monnaie c'est une condition essentielle de la souveraineté d'un pays. Un pays qui ne bat plus sa propre monnaie n'est plus un pays souverain. Il y a aussi toute une thématique dans le film sur De Gaulle, sur le projet de Grande Wallonie, voulu par le dirigeant américain qui aurait englobé le Benelux et l'Alsace-Lorraine dans un même état indépendant. Avouez que c'est quand même une sacrée ironie. La France est prête à faire 3 guerres avec l'Allemagne pour garder l'Alsace-Lorraine française, et finalement ça aurait été les États-Unis qui les lui auraient arrachés. Oui, alors même si la fameuse carte qui est montrée dans le film, où on voit la France amputée de tout le nord-est pour créer cette espèce de grande Wallonie, n'a jamais existé sous cette forme, en revanche ce projet, qui était une idée de Roosevelt, a lui bien existé. Et d'ailleurs Roosevelt est présenté dans le film comme un personnage vraiment ambigu, machiavélique, presque un peu fourbe, qui cherche à torpiller De Gaulle dès qu'il en a l'occasion. Eh bien, dans la réalité, il n'en était pas si loin.
Et je me permets de vous recommander au passage ce livre excellent, De Gaulle et Roosevelt, le duel au sommet de François Kersaudy, qui est absolument génial. En fait, on a l'impression que ce livre, c'est un cartoon avec le coyote et Bip Bip, où le tout-puissant Roosevelt joue le rôle du coyote qui essaie de fumer De Gaulle à chaque fois, il n'arrête pas d'inventer de nouveaux projets machiavéliques, et De Gaulle, c'est Bip Bip qui à chaque fois parvient à les contrecarrer. Bon, je ne sais pas si la comparaison est vraiment valable, vous pourrez toujours me défoncer dans les commentaires, mais c'est un peu l'image qui m'est venue à l'esprit. Et ce qu'il y a de bien dans ce livre, c'est qu'il nous permet aussi de faire la différence entre le gouvernement américain et le peuple américain. Parce qu'il y a eu un énorme soutien du peuple américain pour les Français libres. Globalement, l'Américain de base, il était très ému et enthousiasmé par cette histoire de Français qui ont osé dire non à Hitler alors que leur pays était écrasé. Et les Gallant Free French, comme on les appelait, jouissaient ainsi d'une énorme popularité aux USA. Et c'est justement cette énorme popularité qui a empêché Roosevelt de faire n'importe quoi, et notamment de fumer De Gaulle comme il en avait l'intention. Petit point aussi que j'ai apprécié avec la figure très ambiguë de Jean Monnet dans le film, Jean Monnet qui est aujourd'hui largement idéalisé, alors qu'il est bien montré dans le film comme ce qu'il était, à savoir un agent de Roosevelt inféodé aux intérêts américains. Enfin, un dernier point qui fait plaisir, c'est le point diversitaire. C'est que contrairement à l'Odyssée de Nolan, on n'invente pas de la diversité, là il n'y en a pas pour faire plaisir à censeurs wokistes d'Hollywood. Là non. Quand il y a des acteurs noirs, c'est complètement cohérent avec l'histoire, parce qu'ils jouent le rôle de personnages noirs. En l'occurrence ici, les courageux tirailleurs africains qui se sont battus avec un courage magnifique pour libérer la France. A l'inverse, quand il n'y a pas de personnage noir dans l'histoire, on ne va pas en inventer, on ne va pas modifier l'histoire pour remplir des quotas diversitaires imposés. Par exemple, les Parisiens de l'époque sont représentés comme des Parisiens de l'époque, qui effectivement étaient différents des Parisiens d'aujourd'hui. Alors il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans, c'est simplement un constat. Chacun se fait sa propre opinion dessus. Et c'est du simple bon sens de le rappeler, mais visiblement notre étrange époque a beaucoup de mal avec le bon sens le plus élémentaire. Mais ça, c'est un autre débat. Bref, en conclusion, maintenant qu'on a vu le film, qu'est-ce qu'on regarde pour aller plus loin? Eh bien, je vous propose l'excellent film de Paris Brûle-t-il, qui lui pour le coup est un classique absolu, et qui mériterait une vidéo complète dessus que je ferai peut-être à l'occasion. Paris Brûle-t-il, c'est vraiment le cinéma français dans toute sa splendeur, dans ce qu'il aurait pu devenir s'il avait donné dans le cinéma historique et héroïque, qui montre toute la France unie, des communistes à la droite nationaliste, pour repousser les Allemands. Et ça, cette union nationale, eh bien, elle fait tout simplement plaisir à voir. Et qu'est-ce qu'on lit? Eh bien encore une fois, De Gaulle et Roosevelt de François Kersaudy, et sinon il y a tout simplement le livre qui a inspiré le film, De Gaulle, une certaine idée de la France. Je vous mets les liens en description. Un dernier point, c'est qu'après qu'on ait mis en valeur l'épopée de la France libre au cinéma, eh bien j'aimerais bien qu'il y ait un autre art, un autre média grand public, lui aussi, qui s'intéresse à cette épopée, et qui la mette également en valeur. Le jeu vidéo, lui aussi une redoutable arme culturelle. Oui, j'aimerais bien un jeu sur Steam, sur De Gaulle et la France libre, en mode jeu stratégie, un peu dans le même style que le jeu Suzerain pour ceux qui connaissent. Ça s'appellerait Résistance 1940 ou quelque chose comme ça. Je vois déjà le synopsis de présentation. Vous êtes le général de Gaulle. Prenez la tête de la résistance française à Londres en 1940. Rencontrez les grands personnages de la France libre. Jean Moulin, Joseph Kessel, Germaine Sablon et bien d'autres encore. Négociez avec les Alliés, utilisez la BBC, coordonnez les mouvements clandestins. Le destin de la France dépend de vos décisions. Fera-t-elle partie des vaincus ou des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale? Deviendra-t-elle un protectorat américain ou une nation indépendante? Sombrera-t-elle dans la guerre civile entre Français à la Libération? Le cours de l'histoire est entre vos mains. Voilà, c'est une idée que j'ai dans un coin de la tête depuis un petit moment. Si vous avez des suggestions pour m'aider à la réaliser, ou des compétences, ou même que vous connaissez des gens dans le monde du jeu vidéo, n'hésitez pas à m'écrire, je lirai vos messages avec grand plaisir. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager, booster, vous connaissez la chanson. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée, et surtout une bonne lecture. Vive la France libre, et vive De Gaulle!